Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème. La chose par laquelle on commence, nous, aujourd'hui, c'est d'être très très clair sur les sujets sur lesquels on veut travailler et les sujets sur lesquels on ne veut pas travailler. Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yaniro Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un Notion. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yaniro Wiki, allez tout simplement sur www.yaniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alice, comment vas-tu ? Très bien, et toi Alexis ? Eh ben écoute, ça va très bien. Je suis ravi de te recevoir sur ce nouvel épisode du podcast du Human Factor de Yaniro. Je suis très content que tu aies accepté notre invitation. Petit disclaimer pour cet épisode, je suis... alors, vous allez me dire, est-ce que c'est pas le cas à chaque fois ? Ça peut varier un petit peu, mais en tout cas, je suis très fan de ce que fait Double, indépendamment du sujet de l'épisode aujourd'hui. Donc, si vous avez l'impression que je suis en mode extrêmement promoteur de Double en vous demandant, mais alors qu'est-ce qui s'est passé dans le podcast Yaniro ? Il y a du sponsorship déguisé, des choses comme ça ? Non, pas du tout. C'est que quand il y a des boîtes qui font des trucs super et où on peut interviewer les founders sur des trucs super, eh ben on le fait et on ne se cache pas. Donc tout ça pour te dire que je te remercie beaucoup et que avant de rentrer directement dans cet épisode, je te propose de te laisser te présenter parce que tu le feras beaucoup mieux que moi ainsi que l'entreprise. Un grand merci Alexis, je suis ravie d'être là. Ça fait très longtemps que j'ai pas enregistré un podcast, donc je suis heureuse. Alors moi je m'appelle Alice Defoe, j'ai lancé une boîte qui s'appelle Double il y a environ 5 ans. On est un service d'assistants en remote pour dirigeants et leurs équipes. Donc l'idée c'est de venir aider des équipes dirigeantes à gagner du temps dans leur quotidien, que ça soit sur de la prise de rendez-vous, des voyages, des notes de frais, ce genre de choses, de manière part-time. Donc pour des équipes qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un assistant ou une assistante de direction à plein temps. On est basé aux États-Unis et en France. Moi j'ai lancé Double à New York, où j'habite depuis 6 ans maintenant. Et avant Double, j'ai beaucoup travaillé pour des apps de productivité. Donc, j'ai commencé ma carrière chez Front, qui est une app de mail. Je suis passée par Sunrise, qui était une app de calendrier. Et j'ai fait quelques années chez Microsoft après l'acquisition de Sunrise, où j'ai travaillé sur Outlook. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à comment les gens passent leur temps. Donc, peut-être pour donner un petit peu de dézoom, Double, si on prend la partie staff, j'allais dire, c'est combien de personnes ? Si on prend les exec assistants, c'est une communauté de combien de personnes dans les grandes lignes ? Alors, on est 25 personnes dans la partie qu'on appelle HQ, donc l'équipe en elle-même, et on travaille avec un peu plus de 200 assistants. Et aux États-Unis et en France, on a environ 3/4 de notre communauté aux États-Unis, 1/4 en France. Ok, très clair. Ça va être important quand on va parler d'organisation productive pour que vous puissiez visualiser un petit peu de combien de personnes on parle quand il s'agit soit d'animer la communauté d'assistantes et d'assistants, soit la partie HQ. Parce que vous l'avez compris, on va parler de productivité. Alors évidemment, je me régale. Je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas à quel point ça transparaît dans les autres épisodes, mais je pense que vous n'avez pas idée d'à quel point je suis un productivity nerd, comme beaucoup de monde dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans le milieu de la French Tech, dans le milieu de la tech en général. J'adore ça, les tools qui peuvent me permettre de gagner du temps, de rendre l'expérience quotidienne sans friction. Et évidemment, je travaille avec Double, Yaniro travaille avec Double, donc de différentes manières. Moi, j'ai le plaisir de travailler avec une exec assistante et d'avoir aussi quelqu'un qui travaille sur les sujets administratifs chez nous qui vient de chez Double. Et effectivement, d'un point de vue productivité, c'est absolument incroyable et ça rentre dans la droite ligne de ce qu'on peut faire pour justement optimiser un peu la productivité d'une organisation au quotidien. Ceci étant, vous en doutez, la productivité va au-delà de la partie exec assistant et toi, tu l'as beaucoup vécu, Alice, sur les différents outils avec lesquels tu as l'occasion de travailler en tant que salarié et
et du coup, toi, dans ton, dans ta stack d'outils et de techniques que tu utilises en tant que founder, tu as différentes choses. Mais on va essayer de tourner les choses d'une manière différente parce que des podcasts sur la productivité, du contenu sur la productivité, des livres, il y en a plein, des très bien. Je pense à la 25e heure, qui est un bouquin qui est hyper bien en français. Je pense au blog de Jonathan Lefebvre, qui était anciennement chez Captain Trainline, qui fait des trucs de fou. Mais ça, c'est beaucoup de la productivité personnelle. C'est comment Alice, moi, on se co-organise au quotidien, on en rigolait un petit peu. J'ai demandé à Alice, est-ce que tu peux enlever tes notifications pour enregistrer l'épisode? Elle m'a dit, mais tu sais, moi je suis en Do Not Disturb toute la journée. Ce à quoi j'ai répondu, moi j'ai pas de notification. Et on était là, t'as vu comment on est productif. Mais là, on va parler d'organisation productive. Parce qu'effectivement, quand il s'agit de faire en sorte que tout double soit productif, c'est d'autres rouages qui prennent les racines au même endroit, mais ça s'organise différemment. Et quand je pense à vous qui nous écoutez, donc founder, DRH, professionnel de la RH, vous pouvez vous poser la question de qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour qu'au niveau de l'organisation, on trouve cette même logique de productivité, de frictionless, d'avoir les choses qui sont plus simples et qui permettent de faire plus avec moins d'efforts. Et donc, on y va, on est parti là-dessus. T'es OK ? C'est parti. Eh bien, commençons quand même par les bases. Ça veut dire quoi être productif? C'est quoi quand on parle de productivité? Parce qu'en plus, c'est un sujet qui peut être un peu sulfureux. On peut se dire l'acharnement, toujours bosser plus, etc. C'est un peu plus nuancé que ça. Comment toi, tu définis la productivité tout court à l'échelle d'une organisation? Pour moi, c'est assez simple. C'est pas du tout une question d'efficacité, la rapidité à laquelle tu vas faire les choses ou la quantité de travail que tu vas être capable d'abattre. Pour moi, la productivité, c'est vraiment de passer ton temps sur les bonnes choses. Et c'est cette capacité, du coup, à venir faire en sorte que ton équipe réfléchisse seulement aux choses qui vont vraiment avoir un impact sur le destin de ton business, de ton équipe, sur l'avancement de tes projets, et de venir amener une notion de focus, d'être concentré sur les bonnes choses. Et du coup, tu disais se concentrer sur les bonnes choses, être focus. C'est quoi les métriques qui sont connectées à la productivité? Enfin, en gros, quelque part, si on veut même aller un cran plus loin, pourquoi être productif dans une boîte comme Double, Yaniro ou n'importe quelle des entreprises qui nous écoutent? C'est quoi la raison qui peut nous pousser à vouloir optimiser quelque part la productivité au niveau d'une organisation? Ouais, je trouve que c'est une bonne question parce que, et je trouve que c'est souvent le cas quand tu parles juste de productivité personnelle. Les gens veulent être productifs juste pour être plus productifs. T'as un peu et je le fais parfois aussi, cette envie de juste utiliser ce nouvel outil parce que il te fait kiffer, parce que t'as l'impression que ça va être très bien, mais en soi, est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur ta vie? Pas forcément. Tu construis tous ces outils. Et je pense que d'un point de vue d'une organisation, quand tu réfléchis à construire une organisation productive, tu peux aussi tomber dans cette méthode de dire je veux que tout le monde soit productif, donc il faut tous que je les mette sur les meilleurs outils du marché, il faut que j'invente des centaines de process. Alors pas forcément, je pense que pour nous, en tout cas, la façon dont on le voit à Double, c'était hyper important pour nous de se poser la question de pourquoi on va être productif, c'est quoi le but? Parce qu'en fait, être productif pour être productif, c'est pas forcément intéressant au quotidien. Et donc vraiment réfléchir à qu'est-ce qui est cassé dans la façon dont mon organisation elle fonctionne aujourd'hui et qu'est-ce que je cherche à améliorer. Et donc en fait, la métrique, elle va être vraiment différente en fonction de ton entreprise. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à y réfléchir. Ça peut être, on veut que les équipes travaillent mieux entre elles, on veut améliorer la collaboration entre nos équipes. On veut, en effet, il y a certaines équipes qui sont peut-être plus opérationnelles, qui sont pas efficaces, qui passent trop de temps sur des choses qui n'ont pas de valeur, et donc on veut augmenter leur efficacité pour bénéficier de toute l'entreprise. Chez nous, par exemple, on est 100% remote, donc on réfléchit beaucoup à la productivité dans le contexte de comment on fait en sorte qu'une équipe qui ne se voit jamais puisse bien travailler ensemble. Donc en fait, il y a plein de façons de voir la productivité, mais c'est vrai que c'est vraiment une question de soit dans son entreprise, qu'est-ce qu'on trouve qui est cassé et qu'est-ce qu'on veut améliorer. C'est marrant, alors je ne sais pas si tu le vois comme tel ou si c'est moi qui fais un raccourci qui n'a pas lieu d'être, mais présenté comme ça alors ce qui est assez logique, hein, mais ça me fait penser à toutes les théories du Lean Management et du Six Sigma, où quelque part la philosophie sous-jacente, c'est que les différents aspects d'une organisation sont toujours à un instant T cassé ou en friction quelque part, et que le but du jeu, c'est de patiemment prendre les pièces les unes après les autres en disant ok, là j'observe une manière de faire qui est cassée,
comment est-ce que collectivement on la répare pour qu'elle marche mieux et puis on prend le bloc d'après, quoi. Ouais, tout à fait. Et j'irai même plus loin, c'est que pour moi, c'est aussi un process constant, en fait. Quand tu réfléchis à rendre ton organisation productive, le process ou l'outil que tu as mis en place il y a 6 mois ne marchera pas, va casser aussi à un moment. En fait, tu peux pas t'asseoir et te dire je veux que mon organisation soit productive, je vais mettre toutes mes ressources dessus pendant 2 semaines, on va tout mettre en place et après ça va aller. Quand tu réfléchis à rendre ton organisation productive, un peu dans le même concept du Lean, tu as cette question d'itération, de tenter quelque chose, d'avoir tout le monde qui l'essaye, tu as beaucoup de change management et après de voir si ça marche pas, tu gardes ce qui marche et tu continues d'itérer. Et chez nous, c'est vraiment un process constant. Tu m'aurais demandé il y a 2 ans ce qu'étaient nos types de productivité, ils seraient très différents de ceux d'aujourd'hui parce qu'en fait, on a appris ce qui marchait pour nous, on a optimisé certaines choses, on a abandonné d'autres process. Donc, c'est vraiment comme le Lean, cette idée que c'est jamais fini. T'as toujours quelque chose que tu peux optimiser ou itérer. Ouais, c'est la logique d'amélioration continue, de Kaizen, de tout ça. Et avant de rentrer dans ce qui va vous intéresser, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, à savoir comment on fait concrètement ou comment on s'y prend, est-ce que tu pourrais nous donner en quelques mots, de manière non confidentielle, s'il y a une partie de confidentialité là-dedans, ce que la raison d'être et effectivement les objectifs qui sont connectés à la productivité pour Double. Est-ce que ça paraît être une redite de ce que tu as dit juste avant, mais en fait, j'aimerais savoir, pour le dire très clairement, qu'est-ce qui est de l'ordre, attention, ça va être très froid ce que je vais dire, qu'est-ce qui est de l'ordre de la performance, où en fait, il pourrait y avoir des OKR, par exemple, qui sont connectés à de la productivité ou au fait, effectivement, d'être plus productif. Mais ça peut aussi être du côté de la culture. On pourrait dire, by design, on a une mentalité de on peut toujours faire mieux, l'amélioration continue, toujours remettre le travail sur l'établi. Et en fait, on pourrait considérer que ça fait partie de la même chose, mais c'est pas tout à fait au même endroit de l'organisation si on le met dans la culture ou dans la performance ou les deux. Donc, je serais assez curieux. Là, je t'ai donné un canevas qui est le mien, mais je serais curieux de savoir justement pourquoi être productif chez Double. Enfin, quelle est la réponse que si je vais demander à quelqu'un au hasard dans Double, qu'est-ce qu'il me répondra? Alors, je te dirais que c'est un mix des deux choses que tu as mentionnées. D'un côté, il y a un aspect culturel qui est très fort chez nous, qui est lié à la vision de l'entreprise. Double, on l'a lancé parce qu'on voulait redonner du temps aux gens. On voulait faire en sorte que nos clients, qui sont beaucoup des entrepreneurs et des équipes dirigeantes, des gens qui travaillent beaucoup, qui sont souvent sous l'eau, puissent avoir quelqu'un, un service, qui les allège au quotidien, avec le but final de retrouver un équilibre vie pro, vie perso qui soit plus gérable. Qu'on arrête un peu cette culture aux États-Unis, ils disent la culture du hustle, de genre je travaille toujours plus rapidement, toujours plus vite, j'arrête jamais. Et pour nous, c'est pas la bonne façon de fonctionner. Et donc, c'est une des raisons principales pour laquelle on l'a lancé Double, c'est de pouvoir proposer ça aux clients. Et du coup, pour moi, c'était crucial qu'on propose ça à nos équipes aussi. Je ne peux pas proposer ça à mes clients et après, en interne, avoir des équipes qui travaillent 12 heures par jour, tous les jours, qui travaillent le week-end, qui font pas de pause. Et donc, dès le début, ça a été très important pour nous d'avoir cette culture de dire on veut que les gens qui travaillent chez Double, ils travaillent bien. On met la barre haute en termes d'attente, en termes de qualité, mais qui ne travaillent pas trop. Et donc, pour faire ça, il faut qu'on réfléchisse à être productif. La seule façon de pouvoir trouver une harmonie vie pro, vie perso, et d'avoir une entreprise qui performe et qui soit productive, c'est de réfléchir à améliorer la façon dont on travaille pour qu'on puisse avoir les résultats qu'on veut sans burner les gens, sans les user trop. Donc ça, l'aspect culturel, il est très important chez nous. Et après, il y a un côté... je pense qu'il vient de notre parcours avant, c'est que Double, au final, c'est une entreprise qui a un côté très opérationnel. On a énormément on a une communauté de plus de 200 assistants, donc il y a énormément de travail autour de manager ces assistants. On les match de manière personnalisée avec tous nos clients. Et mon cofondateur et moi, on venait d'un milieu très centré autour de la productivité, très tech. Et pour nous, de rentrer dans ce monde opérationnel, c'était aussi un peu une énorme salle de jeu avec tous ces process qu'on pouvait optimiser. Et je te rejoins sur le fait qu'on soit un peu des nerds de tout ça. Et donc, il y avait aussi ce côté de la façon dont nos équipes opérationnelles travaillent aujourd'hui, la façon dont nos assistants travaillent aujourd'hui est cassée. Pas cassée dans le sens où le travail est mal fait, mais dans le sens où ça prend trop de temps pour le résultat.
qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et ça, c'est quelque chose qui est dans nos équipes aujourd'hui où notre équipe produit construit des produits pour nos clients et nos assistants, mais il y a aussi pas mal de nos ressources produits qui sont au service des équipes opérationnelles pour leur construire des outils pour mieux travailler au quotidien. Et ça depuis le début chez nous. Je vais évidemment te laisser toute la parole pour nous raconter comment on fait ça concrètement, mais vu que c'est un sujet qui me plaît beaucoup, je vais de temps en temps intervenir. Et effectivement, je rejoins tout à fait ce que tu dis et je voudrais le souligner pour des personnes qui ont du mal à faire la différence entre précisément la productivité et la hustle culture. Hustle qui est un terme que je ne sais jamais trop traduire, donc c'est pour ça qu'on l'utilise en anglais. Donc il y a le côté un peu, je sais pas, bourriné ou cheval de trait, quoi. Enfin toujours en fait en faire plus haut, mais quelque part le faire pour le faire. Ma version, je vais juste te dire ma version de la productivité, c'est que le plus important, c'est pas de faire les trucs le plus vite possible ou de les faire, d'en faire le plus possible, où là c'est très hustle culture. C'est, en tout cas moi avec le temps et de mon côté productivity nerd, je me suis rendu compte que ce qui était le plus important, c'était l'absence de friction. C'était le sentiment qui accompagne le geste où c'est facile. C'est où en fait, Alice m'a envoyé un petit lien pour me dire on va faire cette interview, trouve la date ici, plutôt qu'on se fasse 10 mails d'aller-retour pour trouver une date. C'est vachement mieux. Et est-ce que ça veut dire que je vais profiter de ce temps gagné pour mettre encore plus de tâches et finir à 21h quand même? Pas vraiment. En réalité, mes horaires de travail sont plutôt contenus et je suis plutôt dans la philosophie que tu décris. Mais ce qu'on voit, c'est que une équipe qui est productive, c'est aussi une équipe qui atteint le même niveau d'output avec un niveau d'effort ressenti qui est beaucoup plus léger. Parce qu'en réalité, effectivement, tout glisse, tout est mieux fichu et on n'est pas en train de s'user au quotidien avec des outils qui marchent mal, des réunions qui servent à rien, etc., etc. Donc, dans tout ce qu'on va dire, en tout cas moi vu de ma fenêtre, et je ne sais pas si tu adhères ou pas, mais je peux vous encourager, notamment pour les personnes qui craignent à juste titre la hustle culture, de se dire est-ce que l'idée c'est pas plus simplement que tout soit plus facile et glisse plus facilement au quotidien et d'enlever un peu justement la friction. Tu le dirais comme ça ou d'une manière différente? Ouais, j'aime bien cette façon de le voir et je pense qu'il est intéressant pour moi, c'est que ça, d'un point de vue personnel, réduire ta friction au quotidien, c'est c'est pas facile à implémenter, mais c'est facile de voir comment tu peux le faire. Et moi, ce que je trouve fascinant quand tu passes au niveau de l'organisation, c'est que les points de friction, il y en a encore plus. Et donc là, tu ne réfléchis pas juste à toi, tes points de friction avec les outils que tu utilises ou les process que tu as, mais à réduire la friction pour un certain nombre de personnes qui ne travaillent pas du tout pareil et qui chacun mettent de la friction à des endroits différents. Et donc, il faut, pour moi, ce qui est intéressant quand tu réfléchis à la productivité de ton entreprise, c'est toujours de trouver ce bon équilibre entre à quel point tu implémentes des process pour que tout le monde fonctionne de la même façon et justement réduire cette friction dont tu parles, mais de ne pas faire tellement de process et d'outils pour que tu rajoutes de la friction pour certaines personnes. Et c'est cet équilibre-là, je trouve, qui est dur à trouver, mais qui est aussi hyper intéressant. Eh bien, allons-y. On va prendre le sujet par 2 chapitres consécutifs à minima. Qu'est-ce qu'il faut faire, le what, et comment on le fait, le how. Donc, si on est en théorie quelque part de productivité des organisations, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Comment est-ce que on maximise la productivité d'une organisation au sens et de définition et pour les raisons qu'on a définies avant? C'est quoi les sujets sur lesquels il faut se concentrer? Alors pour moi, ça commence. Alors on l'a déjà mentionné. Il y a cette question d'abord de savoir pourquoi tu veux être productif, qui pour moi est au tout début de cette réflexion-là. Mais une fois que tu dis je sais pourquoi je veux être productif. Pour moi, ce qui est le plus important et ce sur quoi on a passé beaucoup de temps chez Double, c'était de dire il faut qu'on sache sur quoi on travaille et il faut pas qu'on travaille sur trop de choses. Plus on ajoute de sujets, moins on va être productif parce que tu changes de contexte, tu as trop de choses qui se passent en même temps et donc tu perds énormément de productivité et de capacité à produire du travail de qualité. Et donc, la chose par laquelle on commence, nous, aujourd'hui, c'est d'être très, très clair sur les sujets sur lesquels on veut travailler et les sujets sur lesquels on ne veut pas travailler. On a, pendant longtemps, été mauvais à ça. Et donc, ça a pris beaucoup d'itérations pour savoir comment le faire. Parce qu'en fait, une fois que tu as ces guides en place, et nous, on le fait avec des OKR, tu peux le faire, je pense, il y a plein de méthodes différentes pour définir ce que tu veux faire. Ça peut être des OKR, ça peut être, il y a plein de méthodos
comment organiser tes objectifs d'entreprise. Pour nous, les OKR fonctionnent bien. Mais une fois que tu as mis en place ce système d'OKR et tu dis, moi, ce trimestre-là, je veux travailler que sur ce genre de choses, et que tu mets en place ce framework pour tes équipes, nous, ce dont on se rend compte, c'est que ça nous aide à pouvoir dire non à des sujets sur lesquels qui nous intéressent, sur lesquels on voudrait peut-être travailler, mais en fait qui ne rentrent pas dans des OKR. Et cette capacité à dire non et à donner aux équipes cette capacité à dire en fait, ça ne rentre pas dans les OKR, donc on ne le fera pas, c'est assez libérateur. Parce que sans ça, il y a toujours des projets qui arrivent et dire mais c'est vrai que ça serait bien si on faisait ça. Et t'en parlais tout à l'heure, dans une startup, il y a tout qui est toujours cassé. Donc, je dis dans une startup, je pense que c'est dans toutes les entreprises, tout est toujours cassé. Et donc, c'est très facile, je pense, d'avoir chacun qui veut aller travailler sur des projets un peu différents et tu te retrouves à faire trop de choses. Donc, pour moi, ça commence sur cette idée d'être super clair sur qu'est-ce que tu essayes de faire, ta vision et tes objectifs à court et moyen terme, pour pouvoir donner ce framework de priorisation à tes équipes. Et donc forcément, il y a aussi un angle d'énormément communiquer autour de ces objectifs pour que chacun se sente légitime de dire oui ou non à des nouvelles idées ou à des nouveaux projets qui arrivent. Oui, alors 100% aligné, et effectivement, je pense que le framework OKR est un très bon framework, est très utilisé. Il a le mérite d'être, sinon simple, parce qu'il est plus subtil que ce qu'il n'y paraît, en tout cas bien documenté. Et donc, c'est assez facile de trouver la documentation pour implémenter les OKR. C'est, à mon avis, a priori, quelque chose qui est une base, j'allais dire, non discutable pour être capable d'être productif, parce que effectivement, la productivité commence par le fait de ne faire que ce qu'on a décidé qu'on allait faire et de ne pas s'éparpiller. Et là où tu as tout à fait raison, c'est que c'est vrai dans la plupart des organisations, c'est probablement exacerbé dans une startup ou une scale-up. Le nombre de sujets un peu objets brillants ou sujets qui attirent l'attention, où on se dit « Ah, ça serait quand même bien de faire ça », ça arrive tout le temps. Ça arrive absolument tout le temps, mais la réalité, c'est qu'effectivement, disperser ses efforts, changer de contexte ou faire des choses comme ça, c'est le genre de choses qui créent de la friction, flinguent la productivité. Le fait de ne pas rythmer ça dans le temps, ce que permet les OKR avec leur rituel, ça évite d'avancer. Et ce que vous verrez sur toutes les organisations productives et toutes les personnes productives, ce que toutes ces organisations et personnes ont en commun, c'est le fait de dire non beaucoup. Et de dire oui à un nombre tout petit de choses. Il y a des écrivains qui ont des périodes où quand ils écrivent. Et ils font leur bouquin et globalement tout le reste, ils le font pas. Et au niveau d'une organisation, effectivement, ça peut prendre la forme des OKR. Il y a un point, moi, qui attire mon attention là-dessus. On en parlera peut-être après sur comment le faire concrètement. Tu parlais de l'importance d'avoir des process ou des actions qui tiennent avec tous les types de personnalités ou tous les types de personnes. Et effectivement, je vais le dire avec mes mots, tu le diras peut-être autrement, mais c'est mon côté psychologue qui reprend le dessus. Il y a des personnes pour qui c'est hyper naturel, ça. Typiquement, si je prends pas trop de risques, je pense que pour toi et moi, le côté focus, enfin toi, moi et un milliard d'autres personnes, hein, le côté focus, c'est assez naturel, c'est assez grisant, et effectivement, le fait de dire non, du coup, c'est un muscle qui est vachement travaillé. Moi, je dis non toute la journée à une tonne de trucs, effectivement, et ça me pose pas de problème. Il y a beaucoup de profils qui, pour des raisons ou pour une autre, c'est moins naturel. Je vais vous donner deux cas qui sont assez standards. De toute façon, il n'y en a pas 150 000, hein, des grandes catégories, des grandes familles de profils de personnalité. Il y a des personnes qui sont des profils très créatifs, et qui ont donc un cerveau qui fonctionne en arborescence, en popcorn, et c'est évidemment quelque chose qui a beaucoup de valeur d'avoir ces personnalités-là, mais qui du coup ont une ouverture aux opportunités qui est très forte. Et il y a des profils qui sont très forts en intelligence émotionnelle et qui donc sont très connectés socialement, et pour qui le fait de dire non à des gens, c'est pas neutre, parce que quelque part, ça peut potentiellement abîmer la relation. Et donc, ma question, c'est est-ce que, je vais volontairement faire une démonstration par l'absurde, mais ta réponse me rend curieux, est-ce qu'on prend que des profils qui sont tous pareils et qui ont aucune difficulté à dire non et à se focaliser sur très peu de choses, ou est-ce qu'on intègre tous les profils, et comment on fait pour intégrer tous les profils pour qu'ils se disent pas ma manière de penser est pas la bonne, et que c'est juste une chorégraphie globale qu'on essaye d'appliquer?
Alors moi, je crois forcément beaucoup à la diversité de ton équipe en termes de profil, parce que c'est ça qui va apporter de la valeur. Et sur certains rôles, en fait, tu veux pas des gens qui soient trop structurés ou qui vont trop suivre des process. Moi, je réfléchis dans mon équipe, c'est, ma head of marketing, elle a un rôle où, alors elle, de remplir je lui fais des petites pages notions hyper structurées parce que moi, mon cerveau, il fonctionne comme ça. Elle, ça l'intéresse pas du tout. Mais en fait, c'est pas ce que je lui demande. Elle, je lui demande d'être créative, de me trouver des nouvelles idées pour aller chercher des nouveaux clients. Et du coup, dans ce cas-là, c'est à moi de m'adapter à elle, à sa façon de fonctionner, et c'est à moi de trouver comment adapter les process de l'entreprise à sa façon de fonctionner pour que ça fonctionne. Et pour que, au final, on arrive quand même au même résultat, parce que je veux quand même que toutes les équipes aient des OKR, je veux quand même que toutes les équipes aient des projets à prioriser, et donc il faut chaud. La façon dont on le fait, c'est... et quand on le fait en ce moment, et peut-être que ça va évoluer, c'est il y a une partie qui va te pousser quand même les gens à un minimum de structure, même s'ils sont résistants au début. Et donc il y a des choses très simples qu'on a implémentées. Nous, pour les OKR, on utilise Notion, donc il faut juste que tu remplisses ton Notion avec les sujets que tu veux faire. Moi, j'ai travaillé aussi avec une chief of staff qui vient faire un peu, qui vient soutenir aussi mon équipe exécutive sur ce genre de sujet, et qui va passer derrière pour être sûr de prendre toute la valeur des execs et de la transformer et de la mettre dans la bonne structure. Donc c'est un peu plus de travail de notre côté, forcément, mais je pense que, je préfère de loin ça plutôt que d'avoir que des gens très structurés, et donc je vais passer à côté des profils très créatifs, des profils qui vont apporter plus de valeur à ma boîte. Après, je pense qu'il y a aussi une grosse partie, il y a une partie innée où les gens sont comme ça ou pas comme ça. Il y a aussi une grosse partie où tu peux former les gens. Et je pense en tout cas particulièrement au sujet de dire non. Où je le vois moi avec mes équipes dirigeantes qui ont cette capacité de dire de plus en plus non, parce que c'est quelque chose qu'on a normalisé dans notre équipe. Et qui n'était pas le cas il y a quelques mois ou quelques années. Et donc ça, je pense qu'il y a quand même une partie que tu peux apprendre. Nous, l'image qu'on utilise dans mon équipe, et que je trouve assez bonne, c'est une de ma head of ops, donc des opérations, qui dit toujours oui à tout parce qu'elle est adorable et elle veut toujours que ça avance. Elle a une capacité d'exécution incroyable. Donc elle prend. Et la dernière fois, on discutait, elle me dit parfois, j'ai l'impression d'être sur un train lancé à pleine vitesse, et je sais qu'il va pas dans la bonne direction, mais je me dis qu'on a déjà fait tellement de travail et il a déjà avancé tellement loin que ça sert à rien de l'arrêter maintenant. Et nous, là, maintenant, ce sur quoi on travaille dans l'équipe, c'est de dire, est-ce qu'on arrête le train ? Il est lancé à pleine vitesse, il est déjà allé super loin, il est assez proche de la gare d'arrivée, mais en fait, ce projet, il a plus de sens. Il est plus utile pour nous, il est moins important que les autres projets. Et du coup, on se pose souvent cette question de ça, est-ce que c'est un train à arrêter ou est-ce que c'est un train à garder ? Et donc, je pense qu'il y a des mécanismes comme ça que tu peux aussi apprendre à tes équipes. Top, je vais te dire un peu ce que j'ai entendu avec peut-être des mots plus dézoomés. Ce que j'entends, c'est qu'il y a une partie qui est, entre guillemets, un contrat tacite qui est du culture fit. C'est ce que tu appelais le côté très haut niveau. Évidemment qu'une boîte qui est organisée autour d'OKR, est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'une boîte qui est organisée autrement ? C'est pas tout à fait la question. La question, c'est que c'est les règles du jeu qu'on s'est fixées de principes de vie commune, et que évidemment, c'est pas tout à fait acceptable de dire ah bah moi je suis un profil comme ci ou comme ça, du coup je fais pas ça. Non, bah non. On s'est défini des règles de vie commune pour que ça marche, donc on s'y tient. Ça, on peut, à mon avis, le voir au niveau du culture fit. J'aime bien aussi comment tu expliquais que pour évidemment favoriser la variété de profils, la diversité, la clé est de voir où est-ce qu'on s'arrête en termes de granularité. Où toi, tu peux dire, bon, bah, tel profil dans mon équipe dirigeante a des OKR comme les autres, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elles vivent en dehors de ce qu'on a comme principe de vie commune. En revanche, vu que c'est un profil qui est peut-être plus créatif, et c'est ça qu'on vient chercher chez la personne, et c'est une force énorme pour son job, bah, on va réussir à trouver soit des stratégies de contournement, ce qui pouvait être par exemple l'exemple du chief of staff que tu donnais, soit demander, pas le minimum syndical, mais en gros de dire, bon, ce qui est important, c'est que les OKR soient remplis et soient faits, et après le reste, que ce soit dans le Notion ou pas, quelque part, on peut se donner un peu de jeu.
j'aime beaucoup aussi ce que tu disais sur le côté formation. Il y a des choses, ok, c'est pas inné, mais on peut l'apprendre et on peut l'apprendre avec son propre style. Et le dernier élément que tu donnais, c'est de la force du groupe versus mettre la pression sur l'individu seul. Si ta resp opération est entre guillemets à la force de frappe et d'exécution, qui a un angle mort qui est le fait qu'à un moment donné, ça peut être plus difficile de sortir le nez du guidon, ce qui est tout à fait ce qui arrive dans un profil opération. Là, vous pouvez arriver en disant, ok, interrogeons-nous sur est-ce qu'on arrête le train ou pas. T'es pas obligé de te débrouiller toute seule là-dessus, quoi. C'est ça. Et sur ce dernier point, ça revient à ce que je disais avant, c'est qu'il faut, mettre en place des OKR, et 2, communiquer sur ces OKR. Et justement, c'est ces check-in constants sur la vision, sur qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, qui permettent aux gens de se sortir la tête de l'eau et de dire, est-ce que moi, là, ce que je fais aujourd'hui, c'est lié à ce que l'entreprise est en train de faire. Et chez Double, on a mis en place énormément de ces check-in pour autour de la vision. Donc on en a un à la semaine avec mon équipe dirigeante, on en fait un au mois, on en fait un par quarter, où on se dit, est-ce qu'on est toujours sur les bons rails, est-ce qu'on travaille toujours sur la bonne chose. Et ça nous permet en fait de partager, ça permet à chacun de s'approprier la vision et de pouvoir soi-même décider si on va dans la bonne direction. Et je dirais là-dessus parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui écouteront qui diront « Oui, mais si tu es vraiment productif, tu devrais pas faire de meeting ». Ce qui est, je trouve, un sujet qui divise les gens. Et je suis d'accord qu'il faut faire attention à sa culture de meeting si on veut être une entreprise productive et qu'on a beaucoup l'habitude de faire trop de meetings avec trop de gens et il n'y a pas de valeur. Sur certains sujets et dans certains contextes, et nous, je le disais tout à l'heure, on est remote, donc on passe très peu de temps en personne ensemble. Les meetings, ils ont vraiment de l'importance. Et pour moi, cet exemple-là de repartager la version, checker si on avance bien sur les OKR, c'est des moments où c'est important pour moi d'avoir tout le monde dans la même pièce, juste pour continuer de répéter la même chose. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, en tout cas, sur virtuellement, qu'est-ce qu'on fait à haut niveau pour créer une organisation productive. Donc, on priorise, on se donne des points de focus à grands coups d'OKR, par exemple. On crée les rituels qui permettent de suivre ça, donc des revues d'OKR trimestrielles, des check-in peut-être weekly, monthly, qui permettent de re-ancrer, on est en train de travailler là-dessus, et travailler collectivement sur ces points là aussi pour être capable de voir le moment où on voit ce qu'on fait du train, quoi. Est-ce qu'on l'arrête, est-ce qu'on continue ou pas. Et donc ça, c'est quelque part la colonne vertébrale d'une organisation productive, on pourrait le dire comme ça. Comment on fait ça de manière très concrète? Moi, j'écoute cet épisode, j'ai envie de le mettre en place. Alors, les OKR ou le reste, hein, mais qu'est-ce que je dois avoir comme réflexe opérationnel pour rendre mon organisation de plus en plus productive? Alors, sur les OKR, il y a des dizaines et des dizaines d'articles sur Internet sur savoir comment faire ces OKR, donc je ne rentrerai pas trop dans les détails. Surtout que moi, je suis pas quelqu'un qui est attaché à la méthode. Est-ce que ce soit OKR ou quelque chose d'autre, le but, c'est d'avoir des objectifs clairs d'entreprise. Mais donc ça, je pense que c'est vraiment important de se poser et d'avoir, comme tu disais, ces process récurrents mis en place pour mettre en place les OKR, faire un check-in au milieu et à la fin, nous, on fait des rétrospectives d'OKR pour savoir si c'était les bons et qui nous permettent d'informer le process récurrent. Je dis pas que c'est facile. Nous, notre process OKR, il est hyper intense. Il nous prend facilement 3 semaines à la fin du quarter, à la fin du trimestre, ce qui est énorme. Mais ça nous assure après d'avoir 2 mois ou 2 mois et demi où on peut être vraiment concentré sur ce qu'on doit faire. Donc, c'est un investissement qu'on fait au niveau de l'équipe et c'est assez lourd en termes de process pour mon équipe dirigeante, mais on trouve de la valeur là-dedans. Donc là, je dirais, ça vaut le coup d'abord d'investir à vraiment bien définir et vraiment bien communiquer autour de ces objectifs. Et après, comment on travaille vers ces objectifs? Je pense qu'il y a un peu cette idée, en tout cas au niveau de la productivité individuelle, qu'il y a un outil qui va nous sauver. Il y a toujours ah oui, mais j'utilise juste Gmail, mais si j'utilisais Superhuman, ma vie elle serait complètement différente. Ou aujourd'hui c'est très bien Superhuman. C'est très bien, c'est vrai. Est-ce que tu pourrais pas le faire avec moi par exemple, je ne l'utilise pas, j'utilise juste une extension Gmail qui m'aide sur plein de choses. Je pense qu'il faut
pourquoi je dis ça, c'est que c'est assez dangereux pour moi de faire une recherche constante du prochain outil. Parce que quand c'est Superhuman et c'est juste toi qui changes d'application mail, c'est pas très grave. Mais quand tu as mis toute ton équipe sur une application de productivité type un Asana, un Monday, quelque chose qui te permette de, par exemple, traquer toutes tes tâches, et que tu dis, mais oui, mais celle-là, elle va être mieux. Et donc, on va changer tout le monde. En fait, ça, c'est on parlait de friction, c'est une énorme friction. Et donc, je pense, pour moi, un des aspects de la productivité, c'est pas forcément d'aller chercher toujours le meilleur outil. Et en plus, il y en a qui sortent. Il y a tout le temps des nouveaux outils de productivité, donc ça peut devenir beaucoup. Mais plutôt de réfléchir à quels sont les outils qui fonctionnent pour nous, le garder le plus simple possible, d'en avoir le moins possible, et après, sur ces outils-là, mettre des process qui fonctionnent bien à l'équipe et qui sont, je reviens dessus parce que je pense que c'est important, assez structurés pour que ça ait de la valeur, pour que tout le monde puisse avoir un vocabulaire commun de comment on avance sur un projet. Donc, par exemple, quand tu lances un nouveau projet, tu as un template, donc un modèle à remplir de pourquoi on fait ça, comment on le fait, qui c'est qui doit être inclus. Donc, tu es obligé de remplir ce template pour tous les projets, que ça soit un projet produit, un projet customer success, un projet opération. Mais comment on le rend aussi assez flexible pour justement s'adapter à comment chaque individu et chaque département fonctionne. Et donc, pour moi, c'est de garder tes outils le plus simple possible et le plus versatile possible. C'est souvent la meilleure façon. Nous, par exemple, chez Double, on utilise Notion et on l'utilise pour quasiment tout. Et parfois, Notion, c'est pas le meilleur outil pour certains trucs. Mais pour moi, c'est mieux d'avoir un seul outil où il y a tout plutôt que de multiplier les outils et après, chaque équipe travaille dans un endroit différent et donc c'est assez compliqué de se partager des informations, d'avoir de la visibilité sur ce que font les autres, ce genre de choses. Alors, petit point sur les outils, et c'est une petite plaisanterie, évidemment, la partie Superhuman, même si j'utilise Superhuman et j'aime beaucoup. Je suis 100% d'accord, encore une fois, évidemment, mais j'aime beaucoup la manière dont tu décris process versus outil. Et même process au sens process light. Typiquement, comment est-ce qu'on crée Notion comme base de données commune et comment on réfléchit des fois à utiliser le même outil qu'on a déjà pour soutenir un process qu'on veut mettre en place parce que c'est plus simple. Et il y a une raison qui est très simple à ça. Je vais la connecter un peu à ce qu'on s'est dit sur les personnalités, mais je vais surtout la connecter à la logique d'une organisation. Au niveau d'une personnalité, vous l'avez compris, il y a des profils qui vont adorer passer d'un outil à un autre, et ça va avec le côté productive nerd, etc. Et donc, ça va être un certain plaisir de faire ça. Une petite gourmandise, quelque part. Pour tous les autres, qui seront donc l'écrasante majorité, ça va être chiant. Ça va être pénible, même si l'outil est mieux. C'est juste que c'est du boulot, c'est comme passer sur, je sais pas, d'iPhone à Android ou inversement, faut tout réapprendre, etc. Ça, c'est à l'échelle d'une personne. À l'échelle d'une orga, vous pouvez le prendre dans le sens que vous voulez. Quand vous faites un changement qui est assez, marqué, et changer un outil, c'est marqué. Passer d'Evernote à Notion, c'est un changement, ou de Gmail à Superhuman. Il faut faire de la conduite du changement pour que ça marche. C'est-à-dire qu'il va falloir communiquer, former, éventuellement co-construire, etc. Et que même là-dedans, ça va prendre un petit moment pour faire le mouvement correctement. Donc effectivement, essayer de se dire comment on intègre les processus les uns après les autres tranquillement et comment on essaye de soutenir ça avec des outils qui sont pas trop nombreux, qui sont assez simples, c'est aussi ce qui va vous permettre d'éviter soit énormément de travail de conduite du changement que vous allez devoir mettre dans les OKR et ce qui va remplacer d'autres OKR sur lesquels vous pourriez bosser, ou pire, le faire en se disant les gens vont suivre et ça ira très bien, quoi. C'est juste pour l'anecdote, j'ai un souvenir assez vivace d'une expérience de salarié start-up dans une vie pré-Slack où on a cherché un outil pour notre réseau social interne et on a utilisé 4 outils différents. C'était horrible. Au bout d'un moment, assez vite, tout le monde lâche l'affaire. Parce qu'on se dit, de toute façon, ça sert à rien, dans 3 mois, ça sera autre chose. C'est ça. Et du coup, pour moi, mon conseil là-dessus, c'est 2 choses. C'est commencer petit. Si les gens qui nous écoutent là, ils sont en mode, mon organisation est pas productive et il faut que je fasse quelque chose, je sais ce qui est cassé. C'est pas de tout changer du jour au lendemain, parce que comme tu le dis, le changement est compliqué pour les gens. Tu dois faire énormément de conduite de changement. Et donc moi, je conseillerais par implémenter un process qui est assez simple, un nouvel outil, mais probablement juste un nouveau process qui est assez simple.
et d'itérer petit à petit et après d'aller changer les choses une par une. Et ça va, en tout cas pour nous, ça a fonctionné beaucoup mieux que quand on a fait des énormes changements. Je prends l'exemple de notre All Hands, qui est un meeting qu'on fait toutes les semaines avec toute la boîte, qui est un meeting du coup qui coûte cher parce qu'il y a tout le monde et donc on veut qu'il soit productif, on veut qu'il ait de la valeur et que les gens apprennent des choses. Ce All Hands, je pense qu'on a dû changer peut-être 5 ou 6 fois la structure depuis qu'on a commencé Double, si ce n'est plus. Et à chaque fois, on a fait des changements un peu itératifs en disant ça, on n'aime pas, on va implémenter ça. On va voir pendant 1 mois, 2 mois si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on le garde. Si ça ne fonctionne pas, on change. Mais on y allait un peu doucement parce qu'on voulait aussi apprendre au fur et à mesure qu'est-ce qui convenait à notre entreprise spécifiquement. Ça, c'est le premier, c'est genre commencer petit et itérer et améliorer petit à petit les process. Parce qu'on n'a pas envie de se retrouver dans un truc où on a trop de process et c'est trop lourd. Et finalement, quand il y a trop de trucs, les gens, ils perdent l'intérêt. Ils disent, bon, en fait, c'est trop compliqué, je vais rien faire. Et le deuxième chose que je conseille, c'est quand même d'avoir quelqu'un qui est, alors je le mets entre guillemets, mais responsable de la productivité. Enfin, quelqu'un où ça peut être plusieurs personnes dans l'équipe, mais d'avoir justement de trouver dans l'équipe qui est la personne qui aime ce genre de choses, qui adore la productivité, qui aime bien ranger des choses sur Notion, qui aime bien garder les choses carrées, et d'avoir cette personne servir de facilitateur dans l'équipe. Donc moi, dans mon équipe, c'est beaucoup ma chief of staff, forcément, qui va être cette personne qui va nettoyer derrière, qui va rappeler les process, mais qui va le faire de manière à ce que ça soit assez flexible pour tout le monde. Parce qu'au final, t'as beau avoir la meilleure documentation, les meilleurs process, les gens, ils vont toujours trouver des moyens de sortir, de pas prioriser les bonnes choses. Et donc d'avoir quelqu'un qui check de temps en temps et qui peut ramener tout le monde sur le bon chemin, ou plusieurs personnes, peut-être une personne par équipe, pour nous, ça a aussi un énorme impact. Top. Donc, on nomme quelqu'un responsable, ou en tout cas, on laisse quelqu'un peut-être même se nommer responsable par affinité de projet interne, et on y va petit à petit et en regardant ce qui est cassé ou ce qui est améliorable. Effectivement, j'aime bien l'exemple que tu disais du All Hands Meeting, où vous dites, bon, bah, c'est bien, mais ce truc-là, on peut faire mieux. Non, bon, bah, on va essayer quelque chose. Itération, V2, V3, V4, V5. Et juste un tout petit point là-dessus, ne négligez pas. Ça dépend des orgas, hein. Je vais faire attention à ce que je dis quand même. Mais ne négligez pas dans certaines orgas le fait que il y a une forme de paralysie qui peut exister par rapport précisément à du legacy ou à de l'existant. Il y a une blague dans, je crois que c'était Astérix Mission Cléopâtre, on disait mais pourquoi vous faites comme on a toujours fait? Je sais pas, parce qu'on a toujours fait comme ça. Et il y a un peu de ça, c'est-à-dire effectivement le All Hands Meeting. Si vous avez des collabs qui sont dans la boîte depuis 2 ans, qui ont l'habitude d'un modèle, peut-être que dans leur tête, un All Hands Meeting, c'est comme ça. Et que si vous arrivez et que vous ne poussez pas ou que vous ne laissez pas à quelqu'un prendre l'impulsion de dire est-ce que tu veux réfléchir sur comment on peut faire le All Hands Meeting en gardant tout ce qui marche bien, mais en améliorant ce qui ne marche pas, ça ne va pas venir spontanément. Parce qu'en fait, les rituels se sont créés et que quelque part, on ne les remet pas en question. Mais à l'inverse, si vous créez les rituels d'amélioration continue qu'on vient de voir et que vous avez quelqu'un qui a ça en mission transverse et que vous acceptez de le faire en faisant pas des révolutions dans tous les sens tous les 4 matins, oui, on peut petit à petit effectivement gagner en productivité. Carrément. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la qualité des idées que les équipes vont avoir pour améliorer la façon dont elles travaillent. Je pense que quand on réfléchit à la productivité de son organisation, il ne faut pas le faire tout seul dans son coin. Mais nous, on a énormément posé des questions aux équipes en disant est-ce que tu trouves que la façon de travailler elle est bien? Comment on peut aider? Qu'est-ce qui serait mieux? Et c'est là qu'on a nos meilleures idées de process à implémenter, d'outils à mettre en place, de choses à arrêter de faire. Donc, inclure les équipes dans les conversations, c'est super utile aussi. Top. Donc ça passe par les process, l'amélioration continue et nommer quelqu'un qui fait ça. Tu vois d'autres, ou en tout cas avoir quelqu'un qui est en charge de ces sujets. Est-ce que tu vois d'autres choses sur comment mettre ça en place concrètement? Oui, alors après ça, c'est très propre à mon entreprise, mais c'est forcément quelque chose auquel on réfléchit beaucoup. Je disais au début de cette interview que la productivité, pour moi, c'était de travailler sur les bonnes choses. Et donc, t'as beau mettre en place les meilleurs outils, les meilleurs process, ton équipe va toujours travailler sur des choses sur lesquelles elles n'ont pas de la valeur. Et ça, pas de valeur ajoutée. Et ça, pour nous, c'est un manque à gagner. Parce qu'en fait, s'ils travaillent sur les choses sur lesquelles ils n'ont pas de valeur ajoutée, ils ne travaillent pas sur des choses sur lesquelles ils peuvent vraiment apporter. Et donc, nous, on croit aussi énormément à la délégation chez Double, ce qui est assez
assez normal. Et on incite beaucoup nos équipes à utiliser le service. Donc, différemment en fonction de qui tu es dans l'équipe, mais tout le monde dans l'équipe a le droit à 4 heures par mois pour utiliser comme ils veulent. Donc, ça peut être sur des sujets perso, parce qu'en fait, de leur enlever des tâches personnelles, ça va leur permettre de gagner de la place mentale pour aller travailler sur des sujets pro, ou pour les aider avec des process récurrents qu'ils ont avec le travail. Et tous mes managers peuvent aussi utiliser notre communauté double sur des projets spécifiques quand ils n'ont pas forcément envie d'embaucher quelqu'un en interne. Et ça, nous, on le pousse beaucoup et on voit l'impact. Et je reprends l'exemple de ma head of marketing qui travaille son équipe est très limitée, et donc elle travaille avec des doubles, des assistants de notre communauté pour l'aider sur tout l'organisation et le follow-up de ses meetings sales, pour la prise de notes, pour tout ce genre de choses. En fait, moi, j'ai pas intérêt, vu combien je la paye, qu'elle travaille sur tout ça. Et donc, on se rend compte que d'offrir cette capacité de déléguer certaines tâches à toute notre équipe, ça a au final aussi un énorme impact sur notre capacité d'exécuter. Alors, effectivement, là, c'est le cordonnier bien chaussé, du coup, pour le coup. Petit mot là-dessus, sur la délégation, parce que, pareil, ça vaut la peine de le modéliser correctement pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Parce que je sais que c'est des sujets aussi qui peuvent être pas crispants, mais mal vus. Et là, pour le coup, je vais utiliser le témoignage en tant qu'utilisateur de double, donc d'avoir un exec assistant que j'adore. Il y a deux manières de le voir. Il y en a une qui est un peu plus froide que l'autre, mais je pense que les deux coexistent. En tout cas, dans ma tête, les deux coexistent en même temps. Il y a une manière de voir les choses sur la délégation en général, et bon, donc le fait d'avoir un exec assistant, c'est une manière de déléguer, qui est relatif à, par exemple, le coût horaire. C'est ce que tu disais, tu parlais de un exec assistant à un coût horaire de X, ma head of marketing à un coût de Y, et donc s'il y a des activités qu'elle fait ou qu'elle pourrait faire, mais qui peuvent être faites par quelqu'un, on va dire que c'est du temps qui est mieux utilisé, parce que je préfère qu'elle utilise son temps sur des choses qui sont valorisées à son taux horaire. Donc ça, c'est une manière qui est très productiviste au sens voir les inputs et les outputs d'une entreprise, ça peut fonctionner comme ça. Je pense que c'est pas choquant de le voir comme ça. Ça peut créer quelques crispations, parce qu'on peut se poser la question de oui, mais alors la valeur des gens et tout. On ne parle pas de la valeur des gens. On réfléchit calmement à l'utilisation du temps par rapport à la valeur horaire de chacun, ramené au salaire, ramené au tarif de prestat, etc. Une autre manière de voir les choses, et moi j'utilise, comme je vous dis, les deux en même temps, c'est de réfléchir en termes de est-ce que je suis en train de faire des trucs qu'il n'y a que moi qui peux faire dans cette boîte ou pas? Ou est-ce que je suis en train de faire des trucs qu'il y a plein de gens qui peuvent faire dans la boîte, variante dans la même chose? Est-ce que je suis en train de faire des trucs que si je prenais un tout petit peu de temps à montrer à quelqu'un dans la boîte comment est-ce qu'il pourrait le faire, il pourrait le faire? Et en fait, ça devient une obsession au niveau de l'orga. Donc, Yaniro, on est une grosse dizaine, donc c'est effectivement des ordres de grandeur qui varient énormément au fur et à mesure de la taille de boîte. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on commence à réfléchir comme ça, effectivement, on va se dire, mais attends, là, moi, je suis directrice marketing, je suis en train de cleaner des bases de données. Qui peut faire ça? Qui a les compétences pour faire ça? Énormément de monde. Bon, est-ce que je peux pas donner ça à quelqu'un? Et là-dedans, on peut voir effectivement le rôle d'exec assistant, qui est, je pense, un bête de rôle. Hein, et puis, effectivement, mon double, c'est quelqu'un que je vois comme mon double, quelqu'un qui me permet littéralement de faire plus de choses sans que ni lui ni moi ne soyons fatigués, hein, globalement. Et il y a une autre manière de voir les choses, c'est de voir la délégation comme une manière d'empowerer les gens et de leur permettre de faire des choses de plus en plus grandes. Parce que effectivement, si moi, je me pose toujours la question de est-ce que je suis en train de faire des trucs qu'il n'y a que moi qui peux faire, ce que ça veut dire, c'est que les choses que je peux faire et où certaines personnes de l'équipe ils pourraient apprendre à le faire, je vais leur apprendre le plus vite possible. Ce qui est aussi une manière de leur faire grandir et donc d'augmenter leurs compétences, etc., etc. Donc effectivement, cette notion d'être un peu obsédé par la notion de est-ce que parmi toutes les casquettes que j'ai sur la tête, j'ai que des casquettes qu'il n'y a que moi qui peux porter, et faire le maximum pour enlever des casquettes de sa tête pour les mettre sur une tête qui va le faire mieux que moi, ou plus vite, ou de manière plus efficiente, c'est une très bonne manière. En tout cas, je la connais et je la trouve très très efficiente pour l'avoir testée de premier plan. Oui, non, c'est carrément ça.
Et donc nous, on utilise Double en interne forcément, mais on travaille aussi avec beaucoup d'équipes qui sont nos clients, comme vous d'ailleurs, qu'on va venir aider sur ce genre de sujet-là. Et je suis d'accord qu'il y a souvent cette réticence au début des clients à nous dire, quand ils veulent partager un double avec toute leur équipe dirigeante, par exemple, ou leur comité de direction, de me dire oui, mais donc du coup, les gens, ils vont devenir pareil, c'est pas toi, ils vont tout déléguer, ils vont plus faire leur travail. Mais en fait, non, moi, ce que je dis, c'est qu'ils vont mieux faire leur travail parce qu'ils vont faire les choses, comme tu dis, que seuls peuvent faire dans l'organisation. Et c'est ça que tu veux quand tu es dirigeant d'une boîte, quand tu es en DRH et que tu veux optimiser tes équipes. Tu as envie que ton CMO, que ton CFO, il fasse que les choses auxquelles il soit très, très, très bon. Et tout le reste, tu n'as pas envie qu'il perde de temps dessus parce que ça perd du temps et tu as cette approche, comme je disais, très froide de dire ce temps-là, il est plus cher que le temps de quelqu'un d'autre. Mais aussi, tu as le bien-être de tes collaborateurs, de dire en fait, moi, mon CFO qui fasse ses notes de frais, qui prenne son billet d'avion, ça lui prend du temps, peut-être qu'il n'aime pas ça, peut-être que... Et donc, tu as aussi une question de comment tu crées un environnement dans lequel tes équipes se sentent bien. Et plus que, mais je vais leur donner ce luxe d'avoir un assistant et puis ils vont s'habituer et puis ils vont plus jamais vouloir rien faire. En fait, ça n'arrive jamais. On se rend compte d'ailleurs que les gens ont plus de mal à déléguer. Il y a très peu de gens qui commencent avec nous et qui, d'un coup, n'ont plus de travail, quoi. Ça n'arrive jamais. et effectivement, ne voyez pas ça comme les basses tâches. C'est pas comme ça qu'il faut le voir du tout. Parce que en réalité, ça je l'ai vu notamment, on parle d'exec assistants, mais on pourrait parler de managers avec leurs équipes. J'ai déjà vu beaucoup de managers qui se disent non mais ce truc-là c'est un truc chiant, je peux pas le donner à mon équipe ou je peux pas le donner à mon salaire, je vais le faire, ça va être plus simple, etc. C'est une terrible manière de réfléchir à deux niveaux. Déjà parce que ce que vous appelez des basses tâches, c'est potentiellement des tâches qui ont un intérêt intrinsèque pour d'autres personnes dans l'équipe, déjà, pour commencer, ou dans certains cas, c'est peut-être des choses qui sont faciles pour vous, mais qui permettent de faire grandir quelqu'un d'autre de votre équipe. Et donc, le fait de leur donner et donc de déléguer, c'est aussi une manière d'étendre le champ de compétences des personnes à qui vous allez les déléguer. Et deux, en réalité, et ça, moi, je l'ai vécu donc avec mon double, il y a beaucoup de profils qui ne vont tout simplement pas voir ça comme des basses tâches parce que ça n'en est pas. C'est juste des tâches essentielles et que quand elles sont bien faites, ça fait tourner toute la bécane. Et effectivement, je vous donne juste pour l'anecdote un petit rituel que j'ai régulièrement avec mon double et qui fonctionne très bien. C'est que quand il y a un chantier sur lequel je pense que je peux recevoir le soutien donc de mon double, on déroule ensemble le chantier et on a une conversation ouverte sur ce qui pense qu'il peut faire et ce qu'il pense qui est trop stretch et où en fait il n'a pas la compétence ou la connaissance parce que c'est moi qui l'ai et que donc ça serait absurde qu'il le prenne. Et on a une troisième catégorie qui est les trucs où il ne sait pas maintenant mais peut-être qu'il peut apprendre. Et on se fait la réflexion en disant bon bah du coup moi Alexis je vais essayer de maximiser mon temps sur les trucs où il n'y a que Alexis qui peut le faire. Parce que dans l'organisation, ça semble être l'utilisation la plus logique et donc la plus productive du temps d'Alexis. Et si tout le monde fait ça, et on encourage tout le monde à faire ça dans la boîte, effectivement, c'est probablement une organisation plus productive. En tout cas, c'est le pari qu'on fait. Oui, c'est ça. Et je reviens sur les basses tâches parce que forcément, ça revient énormément dans mon quotidien. Et moi, ce que je dis, c'est que c'est pas des basses tâches parce que si tu les faisais pas, ta boîte, elle tournerait pas. Justement, si c'était vraiment des basses tâches, tu pourrais juste pas les faire. Ça, les basses tâches, c'est les choses qui sont à la fin de ta to-do, qui sont là depuis 6 mois, que t'as jamais fait. Et en fait, il y a zéro impact. Mais en fait, si tu checkes pas tes mails, si tu prends pas tes meetings, si t'as personne qui te fait des récaps, des reminders, des choses comme ça, en fait, ta boîte, elle tourne pas. Et en fait, nous, on voit vraiment les assistants comme et je dis assistant, mais ça peut être en effet n'importe qui dans ton équipe. En fait, le concept, c'est de déléguer à quelqu'un d'autre. Mais c'est des tâches qui font tourner les boîtes. Et ça, c'est super important de garder ça en tête. Tout à fait. Et moi, je vais terminer là-dessus sur ça. L'exemple, juste pour préciser ça, l'exemple que je donnais, c'est le recrutement d'un profil qui est hyper important pour nous. Et en fait, le fait d'avoir fait cette petite chorégraphie avec mon double, c'est ce qui va faire la différence entre on va se prendre 2 semaines dans les dents parce que j'ai un agenda qui est hyper chargé et où je ne pourrais pas prioriser cette partie-là, versus on lance la première partie dès maintenant parce que mon double peut s'en occuper et je vais reprendre les wagons ainsi que mon cofondateur au moment où tout ceci aura avancé. Donc effectivement, c'est pas des basses tâches, c'est des tâches qu'on doit faire. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a plein de monde qui peut les faire ou est-ce que je suis le seul à pouvoir le faire ? Exactement.
Ok, est-ce que tu vois autre chose ou un petit message de fin sur les sujets de l'organisation productive, quelque chose qu'on a oublié ou tout simplement effectivement un petit mot de la fin pour celles et ceux qui nous écoutent sur ce sujet avant qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview? Le seul truc que je pourrais dire, c'est aussi d'y prendre du plaisir là-dedans. Quand on parle de process, d'implémenter des nouveaux outils, alors il y a des gens comme toi et moi, on adore et ça nous excite. Il y a des gens pour qui c'est pas intéressant et c'est plus en mode, tu disais tout à l'heure, ça marche très bien comme c'est aujourd'hui, c'est un peu cassé mais c'est pas grave. Et je pense que si c'est pas vous, de trouver les personnes à qui ça va donner du plaisir de réfléchir à ce genre de sujet, parce que une équipe productive, c'est aussi une équipe qui aime bien la façon dont elle travaille. Donc l'idée, c'est pas juste d'implémenter des process pour implémenter des process, je l'ai déjà dit, mais de trouver du plaisir à travailler de manière différente pour pouvoir, et de voir l'impact que ça peut avoir. Donc je garderai ça en tête, que c'est aussi une question de on n'est pas là juste pour faire des process, quoi. C'est aussi pour mieux travailler ensemble. Vous avez certainement un ou deux productivity nerds dans votre équipe. Confiez-leur cette mission transverse, ils vont adorer. C'est ça qu'on est en train de se dire, et c'est vrai en plus. Moi, tu me mets salarié dans une boîte, tu me confies cette tâche, je suis content. Exactement. Écoute Alice, on va passer tranquillement à la fin de l'interview. Merci pour cette vue bien approfondie sur comment est-ce qu'on crée une organisation productive. Première question, où est-ce qu'on te retrouve et où est-ce qu'on retrouve Double? Alors, moi personnellement, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn et je check, ma Double check tous mes messages LinkedIn, donc j'essaye de répondre à la plupart. Et vous pouvez retrouver Double sur notre site internet, donc c'est withdouble.com. Vous pouvez en apprendre un peu plus sur votre offre. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un blog, bref, une ressource que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices? Alors moi, je lis énormément, donc j'ai toujours des nouveaux livres. Quand je réfléchissais au sujet de la productivité, peut-être le livre qui a eu le plus d'impact sur moi, c'était The Power of Habits de Charles Duhigg, je crois qu'il s'appelle, qui est sur le fait que en fait tout ce qu'on fait c'est une habitude à prendre, et je trouve que il y a énormément de concepts qui s'appliquent très bien et à la vie pro et à la vie perso, et j'y reviens souvent. Donc ok, The Power of Habits donc. Et oui. Quand on parle de entre productivity nerd, les habits ça arrive assez vite en général. Et oui, guilty ici, je suis coupable. Atomic Habits en ce qui me concerne, mais bon, c'est tout. Ça reste un monde commun. Et enfin, tu connais notre petite tradition sur ce podcast. On aime beaucoup les témoignages ouverts de sympathie ou en tout cas de mise en avant et le passage de flambeau. Donc, si tu étais à ma place, tu aimerais recevoir qui sur ce podcast? Qu'est-ce qu'on n'a pas invité, qu'on devrait inviter? Moi, je vous conseillerais Mathieu Birache de Doctolib, qui, je le dis ça parce que peut-être qu'il sera surpris, je ne connais pas si bien que ça, mais on a interagi plusieurs fois et j'ai toujours beaucoup aimé nos échanges, et j'ai entendu que du bien sur les process RH chez Doctolib. Donc, peut-être intéressant de creuser. Eh bien Mathieu, écoute, si tu es disponible et si tu as envie de venir sur ce podcast, sur The Human Factor, tu es le bienvenu. Alice laisse le micro et le casque en partant et te les transmet pour qu'on puisse parler du sujet de ton choix. Écoute, c'était un plaisir, Alice, de te recevoir sur ce sujet. Écoute, j'espère qu'on aura l'occasion peut-être dans le futur d'aborder d'autres sujets dans l'évolution de Double, je n'en doute pas. Et en tout cas, moi, il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée, à la prochaine. Pareillement, un grand merci de m'avoir reçu, c'était top. À plus. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yaniro Wiki. Allez tout simplement sur www.yaniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Et à mercredi prochain.